Europe Soir. Sur Europe 1, c'est maintenant le face-à-face, le débat d'Europe Soir. Entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Demain, nous serons donc le 29 mars et c'est sans doute un jour historique puisque c'est le jour du déclenchement du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais Nicolas Bétou, il se passe quoi exactement demain ? Pas grand-chose, si ce n'est le coup d'envoi en réalité d'un process qui va durer 2 ans, au moins 2 ans d'ailleurs, parce qu'il peut être prolongé si toutes les parties sont d'accord, et probablement pas moins de 2 ans, parce que ce qui doit être délié est absolument considérable, et donc ça va être vraiment quelque chose de gigantesque. Non, c'est un moment très important évidemment dans la vie de l'Europe, c'est un moment très important aussi dans la vie de la Grande-Bretagne, en ce sens que Theresa May, qui était un peu arrivée là par hasard, si on peut dire les choses comme ça, et qui avait été un peu moquée, brocardée pour son indécision, jusqu'à être surnommée Theresa Maybe, c'est-à-dire Theresa peut-être, elle a acquis dans ce process qui l'amène à dénoncer demain l'union avec la Grande-Bretagne, elle a acquis une autorité absolue. Elle a vraiment fait taire les critiques dans son parti en grande majorité. Et en face, le Parti travailliste est quasiment inexistant. Jeremy Corbyn, son leader, qui est toute chose égale par ailleurs un peu le Benoît Hamon anglais, a perdu une grande partie de sa bataille idéologique là-dessus, jusqu'à dire maintenant qu'il fallait soutenir le Brexit puisque le peuple le voulait. Donc il se passe un moment important dans la politique intérieure britannique. En revanche, je ne pense pas qu'il se passe quelque chose d'important pour nous Français. Autrement dit, si on attend demain de trouver quelque chose qui puisse être exemplaire dans notre campagne électorale à nous, je pense qu'on va être déçus. On y reviendra peut-être sur notre campagne à nous, mais en attendant, Natacha Polony, est-ce que vous diriez-vous que demain, 29 mars, c'est un jour historique ? Non, c'est pas un jour historique. Le jour historique, c'était celui du vote. C'est évidemment dans la mesure où c'était quelque chose qui allait à l'encontre d'abord de tous les pronostics, ensuite disons que c'était une transgression. C'était véritablement un vote de transgression. Et on voit aujourd'hui que, justement, on a moqué, là aussi pendant des mois, l'indécision supposée des partisans du Brexit qui n'iraient pas jusqu'au bout, etc. On voit que, une fois de plus, tout cela était faux. Simplement, non, ce que ça va changer, en fait, c'est que tout cela va se dérouler normalement. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les pluies de sauterelles qui avaient été prédites, n'arriveront pas. On est dans une négociation qui va être une négociation en effet très complexe, d'autant plus que le Parlement écossais vient de décider du coup d'aller vers un nouveau référendum sur l'indépendance. Donc bien sûr que tout ça va être très compliqué. Pour autant, ce que ça nous raconte à nous Français, c'est qu'un pays a choisi de préserver sa souveraineté. Un pays qui en effet a eu toujours l'habitude de préserver sa souveraineté, quelles que soient les circonstances, et c'est d'ailleurs ça qui a déstabilisé en partie l'Union européenne, puisque les Anglais ont toujours fait en sorte de ne pas se plier complètement aux règles. Là où il va falloir aujourd'hui faire attention, c'est que évidemment, tout cela nous oblige à recomposer les équilibres européens. Et le problème, c'est que c'est l'Allemagne qui pourrait bien être la grande gagnante de ce Brexit, dans la mesure où la France va se retrouver encore plus inféodée à une puissance allemande qui, là aussi, a décidé de défendre sa souveraineté, de violer absolument tous les traités quand ça sert ses intérêts, en particulier sur la question des excédents commerciaux. Donc toute la question qui va se poser à nos candidats à l'élection présidentielle, c'est de savoir quel rapport ils veulent entretenir avec l'Allemagne, et ils sont étonnamment muets sur la question, mis à part pour expliquer qu'il va falloir battre sa coulpe, faire les réformes que demande l'Allemagne pour commencer à avoir le droit de discuter avec Angela Merkel ou son successeur. Tout ça est quand même, pour l'instant, assez inquiétant parce que c'est très en dessous de la main. Nicolas Bétou, d'accord avec ça ? La sortie de l'Angleterre, ce serait encore plus de puissance pour l'Allemagne ? Non, pas forcément, parce que l'Angleterre n'a pas... Le seul qui avait rêvé de rééquilibrer le couple franco-allemand en essayant de faire quelque chose qui ressemble à un trépied avec les Britanniques, c'est Nicolas Sarkozy. Il a mis 2 mois à changer d'avis et à comprendre que les Britanniques n'avaient pas une vision de l'Europe qui permettait de les embarquer dans une politique de ce genre. Non, ce qui me paraît moins important, c'est de ne pas
de pas prétendre dès aujourd'hui, Natacha, je vous réponds à cette affaire de pluie de sauterelles, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça se passera bien. On ne sait pas. Mais C'est très difficile. Je n'ai pas dit non plus que ça se passera mal. J'ai dit qu'en revanche, ce n'était pas l'apocalypse qu'on nous avait prédite. Parce que le Brexit n'a pas commencé. C'est maintenant que ça commence. C'est une affaire très difficile. Et je pense qu'il faut bien mettre en garde les Français sur ce que ça signifie et la manière dont les choses seront interprétées en fonction de ce qui se passe. La Grande-Bretagne n'a pas de monnaie commune avec le reste de l'Europe, et donc dénouer les liens avec l'Europe, c'est plus facile quand on n'a pas l'euro. 2, c'est un pays qui est fantastiquement flexible, adaptable. Le lendemain du vote du Brexit, le gouvernement disait on divise par 2 le taux de l'impôt sur les sociétés pour faire venir des gens. Imaginez ce qui se passerait en France ici si comme ça on avait une telle flexibilité, en particulier sur le plan fiscal. 3, c'est un pays qui vit dans la réforme, qui vit en permanence dans l'adaptation, alors que la France, comme on le sait, est plutôt réticente à la réforme. Et 4, très important, c'est un pays qui est beaucoup plus que la France tourné vers l'international. Donc, je veux dire que ce process qui va être très compliqué peut bien se passer. Ça peut parfaitement bien se passer, mais il ne faut surtout pas en conclure que ce serait aussi simple si on voulait le faire nous. Mais en tout cas, il défend sa souveraineté et ça, c'est une leçon. C'est la leçon que retient Natacha Polony dans son débat face à Nicolas Bétou de l'Opinion. Merci à tous les deux. Bonsoir François Clémenceau. Bonsoir Nicolas. L'édito étranger, comme tous les soirs avec vous. Et cette question ce soir, mais que veut donc Xi Jinping à Hong Kong? La candidate préférée du gouvernement chinois a été désignée dimanche par un comité électoral pour diriger cette province, mais sur un programme qui, une fois de plus, sent le dirigisme et la connivence avec les communistes de Pékin. Et donc, la jeunesse de Hong Kong s'en inquiète. Oui, et pas seulement la jeunesse, c'est-à-dire ces jeunes qui sont nés après 1997, date de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni, et qui voient bien la différence entre ce qu'ont connu leurs parents et eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui sentent à quel point, tous les 5 ans, depuis cette date, 97, à travers cette mascarade d'élection, le pouvoir chinois essaye de reprendre la main pour ne pas laisser cette enclave aussi libre qu'elle l'était avant. Alors, certes, le retour de Hong Kong à la Chine a été perçu du point de vue du droit international comme une bonne chose. Même chose pour le statut de Hong Kong qui a été négocié avant la rétrocession. Un pays, la Chine, mais 2 systèmes pour qu'on préserve l'ensemble. Voilà comment Hong Kong devait rester sous tutelle, mais avec le respect de ce qui faisait son originalité, notamment sur le plan démocratique, avec un parlement local élu au suffrage universel et un chef exécutif pour remplacer le gouverneur ou le haut représentant de la reine, mais qui est désigné depuis 20 ans maintenant par un pseudo-collège électoral au sein duquel Pékin peut faire pression directement sur chacun de ses membres. Et c'est exactement, François, ce qui s'est passé ce week-end, une fois de plus. Oui, en faisant élire Carrie Lam, l'ancienne chef adjointe de l'exécutif provincial, le pouvoir chinois a fait le choix du maintien de la mise sous contrôle, tout en faisant remarquer, et c'est vrai, qu'il s'agit de la première femme jamais désignée à un poste aussi sensible. Mais beaucoup d'observateurs pensent que dans un scrutin classique au suffrage universel, elle n'aurait sans doute pas été élue, malgré l'existence d'une dizaine de partis dans la province, un éparpillement qui favorise la possibilité pour Pékin de diviser pour mieux régner. Mais les 3 candidats qui étaient en lice, tous assez âgés, les 2 adversaires de Carrie Lam, avaient le tort d'être démocrates pour l'un, catholiques pour l'autre, aucun d'entre eux n'étant vraiment proche non plus des jeunes qui avaient initié cette fameuse révolution des parapluies pour obtenir davantage de liberté publique. D'où ce serrage de vis auquel on a assisté ce week-end. Est-ce que ça peut durer longtemps? On va voir d'abord comment se dérouleront les cérémonies d'investiture le 1er juillet prochain. Ce sera le jour anniversaire de la rétrocession, 20 ans après. L'opposition à la nouvelle dirigeante a appelé à des manifestations de désobéissance civile dans tout le territoire. On dit aussi que le premier test de ce nouveau gouvernement sera de remettre en vigueur ou pas le fameux article 23 qui permet de lutter contre la subversion en s'en prenant notamment plus sévèrement à la liberté d'expression. Merci beaucoup François Clémenceau du Journal du Dimanche pour l'édito étranger dans Europe Soir.